Ah, le suivi, la mesure, le tracking, tous ces trucs qui sentent bon, la rationalisation à l'extrême, les graphiques incompréhensibles et les certifications ISO. Aussi séduisant que de porter un tailleur jupe gris sous le genou et des chaussures de taille en dessous pour les créatives, les rêveuses, les artistes et les amoureuses de liberté que nous sommes. Et tu vas voir que pourtant, c'est une expérience hyper utile et enrichissante. Reste avec moi, je te montre comment. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode de la timonerie, dans ce carnet de bord où on va parler de pourquoi suivre son temps et comment bien le faire. Parce que tu as sûrement plus envie de vivre ta vie que de mesurer à quoi tu la passes, tu n'as peut-être jamais tenté le time tracking ou suivi de ton temps en français. Et pourtant, c'est une expérience hyper utile et enrichissante à mener sur une courte période que je te recommande si tu veux reprendre la main sur ton temps. C'est d'ailleurs quelque chose que j'encourage mes clientes à faire avant même le début de mes accompagnements en gestion du temps. Mais encore une fois, pas trop longtemps. Alors, pourquoi suivre son temps? Comment bien le faire? Et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Même Monica Geller intérieure et moi-même avons testé 2 semaines de time tracking H24 en mode control freak et je te partage tout, ou presque. Si tu bosses en freelance, peut-être que tu as l'habitude de mesurer le temps que tu passes sur un projet pour pouvoir le facturer au plus juste. Mais l'as-tu déjà appliqué à ta vie perso? Alors non, je ne vais pas t'encourager à facturer les 7 heures de lecture du soir ou les 3 heures d'aide aux devoirs de tes enfants, quoique ça n'empêche pas de remarquer ce fameux travail gratuit. Mais savoir que tu passes tout ce temps-là avec eux, c'est un premier pas pour faire des choix. Parce que l'objectif numéro un quand on traque son temps est le même que quand on se met à suivre son argent, mieux comprendre où il passe et pouvoir choisir en toute conscience si c'est vraiment l'utilisation qu'on veut en faire. C'est super utile, notamment pour mieux gérer ses tâches récurrentes. C'est en mesurant à quoi tu passes vraiment ton temps que tu vas pouvoir, par exemple, identifier les endroits où tu en perds trop par rapport à ce que ça t'apporte et trouver une solution. Peut-être que ça vaut pas le coup de passer 5 heures par semaine à répondre à des DM Instagram et qu'il est possible d'améliorer ton processus de réponse pour n'y passer que 2 heures. Peut-être qu'il est temps de déléguer certaines tâches. Ça va te permettre également de prendre conscience que certaines activités sont trop présentes et d'autres trop peu et pouvoir rééquilibrer. Peut-être que tu voudrais lire plus et regarder moins les réseaux sociaux, par exemple. Ça te permet aussi de mettre un peu d'objectivité dans tes plannings prévisionnels. Peut-être que tu vas découvrir le subtil coefficient appliqué au temps de préparation des repas indiqués sur les recettes ou arrêter de croire que tu peux rédiger 2 contenus le même jour quand tu as sous les yeux les chiffres qui t'indiquent que tu as besoin de 5 heures par contenu. C'est la meilleure façon de mieux découper tes projets. Rappelle-toi des épisodes sur les erreurs qui t'empêchent d'aller au bout de tes projets. Le fait de mal les découper en est une. Je te mets le lien en description de l'épisode si tu veux retourner écouter ça. Mesurer à quoi on passe son temps, c'est aussi le premier pas incontournable avant de déléguer certaines tâches dans ton entreprise ou ta vie perso pour choisir les tâches qui te mangent vraiment du temps et pouvoir estimer de combien d'heures de délégation tu as besoin et donc d'un budget si c'est pour le pro. Et puis, il y a un bénéfice caché qui dure le temps que l'on fait ce time tracking. On est moins dispersé, plus focus et on tombe moins dans les failles spatio-temporelles parce qu'on se sent fliqué. Alors, j'ai pas dit que c'était très amusant, hein. Personnellement, je te partage mon expérience, ce que traquer mon temps m'a appris. Donc, je l'ai fait H24, sauf la nuit. En tout cas, je déduisais la nuit pendant 2 semaines. Premier apprentissage, traquer son temps doit être fait avec un vrai objectif et un cadre. Parce que franchement, je vais pas te mentir, c'est chiant. Pensez à noter ou utiliser un outil de mesure du temps. Je t'en suggère quelques-uns en description de cet épisode. Toute la journée, c'est assez relou. Et puis, il y a cette impression de rendre des comptes qui devient vite pesante, même si ça a des avantages, hein, comme je le disais. J'ai fait l'expérience sur 2 semaines car la première me semblait moyennement représentative et ça passait pas auprès de ma Monica Geller intérieure. Je peux dire que j'ai vraiment eu une grosse sensation de liberté une fois l'expérience terminée. Après, la vie te paraît vachement plus légère et c'est assez cool. Je sais que certaines personnes, comme Laura Vanderkam, qui est une auteure et experte en productivité américaine, traquent leur temps en continu. Et je sais pas quoi penser de ce choix, je t'avouerai.
Bref, c'est pas très vendeur de commencer par ça, mais au moins c'est dit. Donc pour éviter que ce soit trop douloureux et que tu lâches l'affaire en route, je dirais que c'est à faire sur une semaine assez type, si tant est que tu as des semaines type dans ton emploi du temps, mais c'est vrai qu'une journée, c'est trop court pour voir à quoi tu passes ton temps. Une semaine, c'est pas mal. En sachant pourquoi on le fait et en préparant bien le terrain, j'y reviens ensuite, et avec un outil qui te convient bien. Le deuxième apprentissage, ça m'a permis, moi, d'être hyper focus. Suivre mon temps m'a vraiment obligé à être encore plus focus, ne serait-ce que parce que ça me saoulait d'interrompre le chronomètre et de noter que je passais à une autre activité pour revenir ensuite à la première. Du coup, j'ai été bien plus monotache que d'habitude. Ce qui m'a permis de réaliser que malgré ma vigilance et les systèmes que j'ai mis en place, du genre zéro notification, etc., je pratique encore bien trop souvent le multitasking. Troisième apprentissage, j'ai pu mettre plus d'objectivité dans ma vision de ce que je fais de mon temps et ça m'a fait du bien, notamment en termes de baisser la frustration et la culpabilité. Par exemple, je me suis rendu compte que j'ai plus de temps de détente que ce que j'imaginais. Le problème est plutôt que ces temps-là sont trop morcelés. Je vais donc revoir comment j'organise certaines activités pour avoir des moments de détente plus longs sans pour autant abandonner les tâches à faire. Je passe beaucoup plus de temps que je pensais avec mes enfants et j'ai des preuves en cas de revendication. Ma culpabilité maternelle se porte bien mieux. Je tombe très peu dans des aspirateurs d'attention du type les réseaux sociaux au hasard. J'y passe du temps, mais c'est un temps choisi et pas une faille spatio-temporelle. J'ai envie de diminuer ce temps malgré tout, mais je suis super fière de n'avoir perdu que 32 minutes en 2 semaines, emportée par la timeline Facebook alors que je venais bosser. Après, il y a peut-être un biais de flicage du genre, bon, mince, ça va se voir sur mon tracker de temps, donc je ne vais pas tomber dans Facebook. Quatrième apprentissage, il y a des tâches qui me prennent bien trop de temps et pour lesquelles je vais réfléchir à quoi en faire. Est-ce que je les délègue? Est-ce que j'en abandonne tout ou partie? Est-ce que je modifie ma façon de bosser dessus? Mon côté pro, pas de grosse surprise, c'est assez maîtrisé et stratégique par rapport aux objectifs fixés en début d'année. Côté perso, par contre, je n'imaginais pas passer autant de temps à ranger des trucs, gérer de l'administratif et m'occuper du linge. Sachant que je vis avec 3 individus de plus de 10 ans, je pense qu'un rééquilibrage de ce temps est possible par délégation immédiate et unilatérale. Bref, c'était assez apprenant d'avoir cette objectivité, même si parfois ça pique un peu, et je vais pouvoir faire évoluer des choses dans mon organisation quotidienne. Après ces partages, voilà l'essentiel pour toi, des conseils pour que l'expérience te soit vraiment utile. La première chose à faire pour bien traquer ton temps, pour bien suivre comment tu dépenses ton temps, c'est de préparer le cadre dans lequel tu vas le faire, comme on le disait plus haut. Déjà, fixe une durée. Une semaine, ça me semble plutôt pas mal, si c'est une semaine assez typique. Une journée, c'est jamais représentatif, comme je l'ai déjà dit. 7 jours, ça l'est déjà un peu plus. Au-delà, ça sera encore plus précis et réaliste, mais comme la démarche est assez lourde, autant ne pas trop la prolonger non plus, sauf si tu kiffes l'expérience, bien entendu. Deuxième point, choisis le niveau de détail dont tu as besoin. Avant de commencer à mesurer, tu dois savoir ce que tu veux mesurer. Et ça va dépendre de ce que tu veux faire derrière avec ta mesure. Par exemple, tu peux faire des catégories très larges, comme celle proposée par Fabien Olicard, qui parle de temps professionnel, donc les activités qui te permettent de gagner de l'argent, que ce soit ton job, ton entreprise, un side project, la gestion de tes investissements, un projet pro, etc. Donc le temps pro, le temps perso, ce qui est loisir, plaisir en solo à plusieurs. Par exemple, regarder ta série préférée pour la 53e fois, jouer avec tes enfants, lire un bouquin. Le temps pour soi, ça c'est des moments de développement personnel, que ce soit du sport, enfin le corps, l'esprit, le spirituel. Par exemple, apprendre à parler chinois, écrire tes pages de journaling, faire du sport, méditer, te mettre au violon, etc. Ça c'est du temps pour toi, pour ton développement. Il y a les temps obligatoires, les activités vitales ou contraignantes, par exemple préparer les repas et les manger, faire les tâches ménagères, dormir, te doucher, etc. Et puis il y a ce que Fabien Olicard appelle le non-temps, le temps perdu, les activités qui remplissent notre temps mais sans apport. Elles sont pas obligatoires, pas vitales, mais ne nous apportent pas vraiment de plaisir ni de déplaisir. Par exemple, se faire happer par son feed Facebook ou Instagram, rester scotché devant une daube télévisuelle, finir un mauvais roman juste parce qu'on l'a commencé. Donc ça, tu peux décider de juste traquer ton temps avec ces 5 grands cadres ou d'autres que tu définis toi, ou aller plus dans le détail pour tout ou partie de ce que tu fais selon ce que tu as envie de savoir. Par exemple, si tu as envie de savoir à quoi tu passes vraiment ton temps pro, bah, tu vas pas juste avoir un grand truc temps professionnel, tu vas aller dans le détail pour voir si tu regardes plus Netflix que tu ne fais du sport, ou si tu passes plus de temps à faire la cuisine qu'à chercher des clientes, bon, bah, il va falloir détailler des choses. Perso, je trouve que le classement de Fabien Olicard est assez chouette pour avoir une vue d'ensemble, mais j'avais envie d'avoir plus d'infos, donc j'ai mesuré beaucoup plus de sous-temps.
Alors certains m'ont été utiles, pour d'autres j'ai finalement tout regroupé au moment du bilan, mais comme je savais pas trop comment regrouper les choses au départ, j'ai préféré avoir un tri assez fin. Côté pro, j'ai détaillé les projets sur lesquels je bossais. Côté perso, j'ai également détaillé ce que je faisais dans les temps obligatoires et les temps personnels, mais en gardant des grandes rubriques. Par exemple, côté loisirs, j'ai groupé tout ce qui était créativité, do it yourself, ou tout ce qui se passait sur écran de smartphone sans aller dans le détail de ce que je faisais précisément. De toute façon, si je veux savoir le temps passé sur telle ou telle appli de mon téléphone, j'ai qu'à aller dessus, tout est suivi automatiquement, on peut voir le temps passé. Donc à toi de voir ce que tu veux identifier et ce que tu souhaites faire des résultats. Si tu n'es pas sûr, commence avec quelque chose d'un peu détaillé, tu pourras toujours regrouper ensuite, l'inverse n'étant pas possible par contre. Côté outils, tu vas choisir une façon de suivre ton temps qui soit la plus simple et légère pour toi. Ça peut être une bête feuille blanche où tu notes les heures et ce que tu fais avec un petit système de couleurs selon les projets, rapide, mais après il faudra faire des calculs manuels à la fin, ou un outil de time tracking, rapide une fois qu'on a tout paramétré, ou un mélange des deux, c'est toi qui vois. Certains outils traquent automatiquement le temps que tu passes sur telle appli ou tel site et tu peux te contenter de suivre manuellement ce que tu fais hors écran. Et ensuite, bien entendu, si tu suis ton temps pour suivre ton temps, ça n'a pas grand intérêt. C'est comme un suivi budgétaire. Une fois que tu as mesuré combien tu as de temps alloué à chaque catégorie ou projet, il te reste à regarder les chiffres en face et en tirer des leçons. Tu auras le pouvoir de prendre des décisions sur quoi faire bouger pour que ton quotidien ressemble plus à ce que tu veux vivre. Je te recommande de ne pas trop regarder les chiffres avant de finir la semaine pour ne pas biaiser la mesure des jours suivants, du genre oh là là, j'ai déjà passé 3 heures devant Instagram aujourd'hui, demain je m'interdis d'y aller, alors que si tu n'avais pas mesuré et regardé, tu y serais allé le lendemain. Quelques questions à te poser pour savoir euh, quoi faire de ces chiffres. Donc, qu'est-ce que tu apprends en regardant ces chiffres? De quoi est-ce que tu es fier? Qu'est-ce qui te surprend le plus? Sur quoi est-ce que tu aimerais passer moins de temps? Sur quoi peux-tu facilement passer moins de temps? À quoi voudrais-tu faire plus de place? Qu'est-ce que tu pourrais arrêter? Est-ce que tu vas l'arrêter maintenant ou le jour où tu auras besoin de plus de temps pour autre chose? Et qu'est-ce que tu vas modifier? Donc tu peux faire pause et revenir pour prendre note de ces questions qui te servent vraiment à la fin quand tu fais ton bilan. Côté outils, il y a plusieurs façons de faire entre les applis et également le papier, tout simplement. Mais le plus simple, si ça t'intéresse, c'est que tu cliques sur le lien que je te mets en description de l'épisode où tu vas retrouver le contenu écrit de cet épisode avec à la fin une liste d'outils où je t'explique un petit peu comment ça marche. Je pense que c'est plus simple que de te les citer à l'oral. Quel que soit le support que tu choisis, prends un petit moment pour préparer le cadre, décide des regroupements de tâches que tu veux faire, crée des projets entre guillemets correspondants sur ton appli ou un code couleur sur ton papier. Choisis si tu vas traquer à la minute, je te recommande pas, plutôt au quart d'heure. Installe tout ça à portée de main et go. Alors, à toi maintenant, est-ce que tu as déjà testé ton temps? Je suis curieuse. Et qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu as envie de retenter l'expérience? Moi, je pense que faire ça sur une semaine, peut-être 2 fois par an, c'est pas mal pour voir et ajuster le type de coup de rame qu'on donne, toujours pour avancer vers sa vision et ses objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.